Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette émission spéciale Tribune. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour analyser la 12e tribune du député national Adolphe Muzito intitulée La RDC, les trois crises. Vous êtes sans ignorer que la 11e tribune parlait de ce doute qui plane autour de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 tel que prévu par le gouvernement. Mais là, nous sommes en face d'une crise ou de trois crises qui plombent même l'avenir ou même l'espoir qui pourrait nous amener à atteindre cet objectif. Nous n'allons pas rentrer à la 11e tribune, mais on va analyser les trois crises. La crise politique et sécuritaire, la crise économique et financière, et les deux crises ont comme conséquence sur la société, c'est la crise sociale qui mine la population congolaise. Nous allons essayer de revenir autour de l'idée présentée par l'auteur qui pense que ces crises ne peuvent pas être résolues de manière graduelle. Il faut trouver une solution globale pour pouvoir sauver le pays de l'impasse. Et pour analyser cette 12e tribune, nous avons sur ce plateau Steve Kivwata. Il est analyste ici, régulier, connu aux tribunes. Bonsoir à vous. Bonsoir. À ses côtés, Blanchard Mongomba, qui est également aussi analyste avec nous, avocat aussi. Bonsoir, Maître Blanchard. Bonsoir. Et de l'autre côté, Israël Moutala, journaliste économique et analyste politique aussi également. Et bonsoir Israël. Bonsoir Charles. Merci d'être venu. Je viens de le dire. L'honorable Adolphe Muzito dit les trois crises que je viens de citer s'alimentent mutuellement. Donc on pense que le règlement de ces trois crises devrait s'organiser progressivement et s'étaler dans le temps, en commençant par la crise politique qui, une fois réglée, permettra de passer à l'autre, c'est-à-dire la crise économique, et la crise économique résolue pourrait donner lieu à la solution à la crise sociale. Steve, l'honorable dit, pour lui, ce n'est pas ça, il faut une solution globale à ces trois crises. Comment avez-vous lu cette tribune et comment vous l'analysez? Non, j'ai lu la 12e tribune et l'excellence Muzito considère que les trois crises doivent être résolues au même moment. Eh bien, ces moments, c'est les dialogues politiques que nous sommes tous en train d'envisager. Vous vous souviendrez que depuis la 9e tribune, il a parlé de dialogue qui va se tenir, qui est un dialogue politique, mais il faut un dialogue citoyen. Et je pense que dans cette tribune, il ajoute un troisième dialogue qui est au fait le dialogue avec la communauté internationale. Donc, les trois crises, on peut autrement l'appeler le trois dialogues. C'est-à-dire, premièrement, il faut résoudre la crise politique, c'est évident, mais cette crise politique, comme il l'a dit dans la 9e tribune, elle est très souvent superficielle. On peut la considérer conjoncturelle, mais elle devient cyclique depuis pratiquement 1960, parce qu'on a toujours eu des assises pareilles en termes de dialogue politique. Mais ça ne résout pas les problèmes. La cause, c'est toujours la recherche du pouvoir, la recherche de conquérir le pouvoir et de la préserver la plus longtemps possible, qui crée une crise artificielle et les hommes politiques se rencontrent juste pour partager le gâteau, mais pas pour résoudre le vrai problème du pays. Eh bien, c'est quoi le vrai problème du pays? C'est l'économie du pays. Nous avons un modèle économique qui est le modèle économique colonial, assez vulnérable, parce que nous dépendons fortement de l'économie mondiale, de l'économie extérieure, parce que sur le plan de la production de ce que nous devons consommer, ce n'est que le minerai qui contribue en grande partie, plus ou moins, plus de la moitié. Et ce que nous devons consommer nous vient de l'extérieur en termes de produits manufacturés. Donc ce qui fait que lorsque notre production minière baisse, compte tenu du fait que le cours de matières premières ont baissé sur le plan international, il y a un impact sur nos finances publiques, sur nos recettes fiscales et même sur la valeur de notre monnaie. Et c'est là la crise politique et la crise économique impactent négativement sur la crise sociale où il y a généralement peu de créations d'emplois, 50 000 sur 2 millions de chômeurs qui entrent dans les marchés chaque année, peu de salaires insignifiants pour les travailleurs, peu de routes, peu d'hôpitaux, peu d'écoles, etc. Donc
Du moment où nous continuons toujours comme en 1960 à trop se concentrer sur le politique, ignorer l'économique, nous exacerbons la crise sociale et aussi la crise économique. Et finalement, la conséquence négative, c'est quoi? Un jour, le peuple risquera de n'entendre personne. Très bien. Alors, on va continuer, Blanchard. Comment, à la lumière de ce que lui vient de dire, Honorable estime que progressivement, si on se met à résoudre crise par crise, comme nous l'avons fait jusqu'ici, nous ne serons pas en mesure de donner les réponses conséquentes à ce que demande la population. Ma question aujourd'hui est de savoir, est-ce que c'est possible avec la situation actuelle de résoudre la crise politique qui est liée à la crise sécuritaire, mais au même moment économique et social avec tout ce que nous avons comme problème dans ce pays? Oui, merci beaucoup Charlie. Et moi je crois que d'abord l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito a bien fait de titrer sa tribune les trois crises, parce que je me dis les trois crises sont intimement liées. Pourquoi? Parce que si vous voyez la crise politique, vous prenez la crise économique, vous prenez la crise sociale, tout est basé autour de l'homme. Puisque lorsque le peuple congolais, lorsque l'homme ne se retrouve pas dans l'action politique, lorsque l'homme ne se retrouve pas dans l'économie, l'homme a du mal, ou le pays a du mal à bien marcher. D'où la nécessité de résoudre les trois crises au même moment, puisqu'on ne peut pas dissocier la politique de l'économie. On ne peut pas non plus disséquer l'économie du social. Donc l'homme politique congolais ou l'élite congolaise a eu fort à faire de trouver des solutions à ces différents problèmes. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont tendance à croire que lorsque, aujourd'hui nous parlons plus du dialogue, lorsqu'on doit aller au dialogue, on doit plus se focaliser autour de problèmes politiques, autour de problèmes qui concernent l'accession au pouvoir. Pourtant, il y a de vrais problèmes que les peuples congolais attendent des solutions. Et ces vrais problèmes touchent directement l'économie et les sociales. D'où la nécessité, effectivement, de résoudre ces problèmes de manière comment dire, générale, pour que le peuple soit mis au centre de l'action politique. Très bien. Alors, Israël, votre analyse sur cette proposition que l'auteur fait, justement, de ne pas aller de manière graduelle, parce que lorsqu'on cherche à résoudre le problème politique, il y a des problèmes économiques qui se posent. Quand il y a des problèmes économiques, et absolument, on a des problèmes sur le plan social. Et il a dit, Steve l'a dit, si on ne fait pas attention, la population risque un jour de ne plus écouter personne. Alors, est-ce que c'est possible, dans des conditions actuelles, de pouvoir trouver une solution globale à cette situation? Bien sûr, la solution globale préconisée par l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito est à notre portée, mais à condition justement que chacun puisse s'élever au-dessus de ses passions, puisse s'élever au-dessus de ses égoïsmes. Donc l'État n'a qu'à faire avec les égos des uns et des autres. Donc, il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, et ici il faut privilégier une approche globale, une approche holistique de la crise qui mine la RDC. Cette tribune, elle est pertinente parce que elle fait écho à ce qu'avait dit déjà un grand homme d'État français, qui est Colbert, qui avait dit « Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie ». Donc aujourd'hui, Adolphe Muzito, pour paraphraser Colbert, dit « Faites-nous de la bonne politique, nous ferons de la bonne économie, et faites-nous de la bonne économie, nous ferons du bon social ». Donc il y a une triptyque, il y a une trilogie entre ces trois secteurs. Il y a un lien intime entre ces trois secteurs qui fait que l'un ne peut pas prospérer sans l'autre. Donc il faut que tous les secteurs convergent vers le bien-être social de la population pour que justement nous trouvions une issue au problème des Congolais. L'émergence est à ce prix. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le Premier ministre lit tous ces problèmes. Il aimerait qu'on puisse dégager un consensus, non seulement politique, qui ne soit pas seulement cantonné au processus politique, au processus électoral, mais aussi un consensus sur les grandes orientations qui lieront pour une génération, justement, le pays, pour que nous atteignions l'émergence, pour que nous atteignions le développement, pour que nous rédisions de manière plus importante, significative,
la pauvreté qui est notre premier ennemi. Et donc pour ça justement, il ne faut pas que les hommes politiques s'assoient pour ne discuter que politique. Il faudrait qu'ils s'assoient aussi pour discuter quelle orientation. Nous sommes dans une économie sociale de marché, mais il faudra lever des grandes options. On fait quoi de nos entreprises publiques? On fait quoi pour introvertir notre économie? Comment on fait justement pour que l'économie congolaise puisse produire des biens et services pour nourrir d'abord les Congolais et les surplus nous dédier maintenant à l'exportation? Comment on fait pour que nous importions moins? Donc c'est tout le schéma, tout le paradigme. Vous avez la parole, Israël, une minute. Est-ce que après la conférence nationale souveraine qui avait eu la possibilité de faire, à l'époque on a parlé du diagnostic de la République, on a essayé de passer au peine fin le problème qui minait le pays, sans doute qu'on avait trouvé la solution, l'affaire n'a pas marché. Il a fallu encore aller à Sun City après plusieurs rencontres et ainsi de suite. On a semblé dire qu'à Sun City, on avait trouvé des solutions idoines à la situation de la population congolaise. Malheureusement, nous sommes encore obligés, après les concertations nationales, de revenir encore à la table des négociations. Est-il possible de croire qu'un dialogue organisé, je ne sais pas dans quelles conditions, pourra-t-il trouver la solution à toutes ces crises? Oui, à condition justement qu'il y ait une forte implication populaire de leaders. Et là, je partage aussi l'approche du député national Adolphe Muzito, qui a parlé justement ici du dialogue horizontal. Ça veut dire que c'était pour associer justement la population... Le dialogue vertical. C'était pour associer justement la population à s'approprier de la res publica. Ça veut dire que si la population est conscientisée, si la population est impliquée sur les questions de développement, sachant que les questions de développement sont liées justement à la manière dont la cité est organisée. La cité a entendu par là justement les institutions politiques, la répartition des compétences, les domaines de collaboration, la mise en œuvre des politiques publiques, leur conception, la façon dont on les contrôle. Il faudrait que la population, les populations locales, à la base, puissent s'approprier du processus politique. Et c'est là, ça passe par justement une approche d'un partenariat vertical, d'un dialogue vertical, où justement les politiques vont devant le peuple pour leur expliquer les échecs et tout ça. On tourne en rond parce que justement il y a une très faible comment dirais-je, implication de la population. La population doit s'occuper de la politique, non seulement quand il s'agit des processus électoraux. Donc la population doit s'intéresser déjà pour savoir au niveau de la commune, au niveau de la municipalité, quelle est la politique publique, elle est financée comment. Et donc c'est important que l'axe de la politique justement soit ramené vers la base. Ça c'est une approche très importante. Mais pour savoir pourquoi on en est encore là, l'autre cause, c'est justement les égoïsmes, comme je dis, des hommes politiques. Nous sommes ici dans une crise où justement il y a suspicion d'une frange de l'opposition qui estime que le pouvoir d'État veut être confisqué. Donc, il y a d'une part la volonté du régime de conserver le pouvoir au-delà du terme constitutionnel. Et là, ça a crispé la classe politique. Et donc, si justement le dialogue peut permettre de dissiper ces malentendus, je pense que de bonne foi, je pense que élever les grandes options sur les secteurs sociaux, le secteur économique, le secteur politique, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il est mieux de parler plutôt que de faire planer sur le pays le risque d'une guerre civile ou des troubles. Donc pour moi le dialogue est une vertu, quelle que soit l'issue, quitte à prendre le responsable de l'échec du dialogue à témoin, quitte à le prendre, de prendre l'opinion internationale et nationale à témoin par rapport aux responsabilités des uns et des autres en cas d'échec du dialogue. Très bien. Alors Steve, la crise congolaise, elle a une particularité, hein, c'est que d'abord elle est très chronique. Et puis elle est répétitive, parce que depuis 60, on parle toujours politique. Apparemment, ce sont les mêmes choses qui nous amènent toujours à la table de négociation. À la suite de ce que dit Israël, oui, on ira au dialogue. L'honorable même dit qu'il faut le faire maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Mais est-ce qu'on a des garanties que cette fois-ci, ce sera la bonne? Mais non, il faut toujours être optimiste parce qu'on n'a qu'un seul État, on n'en créera pas un autre. Mais je pense que le mérite plutôt de la 12e tribune, c'est
d'expliquer que la manière avec laquelle nous fonctionnons sur le plan politique, la manière avec laquelle nous concevons nos problèmes économiques ne pourront que faire empirer la situation sociale de notre population. Certes, on ne peut pas trouver toutes les solutions à travers le dialogue, mais au moins on peut adopter une approche de fonctionnement. C'est dire que nous devons tout faire pour respecter la régularité des élections. Ça, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'on sache que le pouvoir vient du peuple et le peuple le donne par rapport à un mandat qu'on doit respecter. Il faut qu'on travaille sur la stabilité des institutions politiques. Éviter de rébellion, éviter de putsch, éviter les soulèvements. Mais les rébellions, les putsch viennent lorsque on ne veut pas respecter, par exemple, la Constitution ou les institutions, la loi en ce qui concerne, par exemple, la régularité des institutions, et ainsi de suite. Mais oui, donc nous devons avoir un consensus. Nous devons nous asseoir sur des valeurs. Mais tout cela, nous ne pourrons pas le faire. L'ordre constitutionnel, en fait, le nouvel ordre politique issu de Sun City, quand on lit les préambules de l'actuelle constitution, dit tout ça. On ne peut plus prendre le pouvoir par la force. Personne ne peut plus s'éterniser au pouvoir. Mais apparemment, on a du mal à respecter cela par les Congolais. Oui, qu'est-ce qui explique cela, Israël? Mais tout simplement parce que le peuple n'est pas l'alpha et oméga de nos institutions. On fait de la politique par hypocrisie. Beaucoup de politiciens, ce qu'ils disent, ils n'y croient pas. Alors nous devons commencer par là. Si à la limite, un peu dit comme le disait Platon, l'homme ne peut être juste que par contrainte, la contrainte, dans la gestion de l'État, elle est populaire. Le peuple doit être au centre, le peuple doit s'intéresser à la politique et le peuple doit être celui qui sanctionne le politicien vers eux. Mais aussi, le peuple doit amener les politiques sur un terrain où le politique n'aime pas entrer. C'est le terrain de vrais problèmes du pays. Le vrai problème du pays, ce n'est pas seulement la querelle en termes de conquête de pouvoir, mais conquérir le pouvoir, pour quoi faire? C'est là où nous arrivons au problème économique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que chaque étudiant qui entre à l'université, qu'il sache que dès que je termine mes 5 années, j'aurai un emploi? Parce que les perspectives sont très mauvaises. Tout étudiant qui entre à l'université, il a un flou en termes d'avenir. Et ça, c'est inacceptable pour un pays qui a autant de potentialités. Donc aujourd'hui, un homme politique qui passe à la télé, qui va discuter avec la population, qui veut avoir le suffrage de la population, il doit expliquer les problèmes du pays et expliquer ce qu'il pourra faire dès qu'il sera au pouvoir. Mais malheureusement, la politique congolaise, c'est vraiment la politique politicienne des disputes de pouvoir, d'où on utilise les injures et la rébellion. Donc le peuple, parmi les solutions, le peuple doit être au centre du fonctionnement de nos institutions pour que le politicien ait en face d'eux une contrainte populaire afin de mieux agir en politique. Alors, Blanchard, ici, dans les éléments qui sont donnés par rapport à cette crise, il y a d'abord l'opposition qui accuse la majorité d'avoir délibérément et surtout astucieusement retardé l'organisation des élections dans les délais constitutionnels, de vouloir prolonger le mandat du président de la République au-delà du délai constitutionnel, d'avoir un plan de révision de la Constitution pour permettre au chef de l'État, Joseph Kabila, de briguer un 3e mandat. Tout ça, la majorité vous dit, ce ne sont que des procès d'intention parce que le dialogue actuel a été convoqué essentiellement pour trouver des solutions sur le processus électoral. Alors, tel que le dialogue se présente avec cet agenda, il y a une ordonnance qui a été signée, sera-t-il possible d'y ajouter des matières, par exemple des matières économiques, et ainsi de suite? Je crois qu'il y a cette possibilité-là, mais si vous permettez, on peut revenir d'abord pour voir, excusez-moi, d'où nous venons pour que les opposants essayent de douter un peu de la bonne foi de la majorité de pouvoir organiser ces dialogues de manière consensuelle, de manière à résoudre le problème qui se pose aujourd'hui. Donc, la Constitution du 18 février, vous l'aviez dit tantôt, d'abord nous donne la ligne à suivre pour ne pas aller au-delà ou rentrer à ce que nous avions vécu avant 1960. Mais nous devons le reconnaître que le pouvoir actuel n'a pas pu respecter parce que il était prévu que 5 ans après que nous puissions avoir des élections. Mais il s'est fait que le gouvernement
actuel n'a pas... on n'a pas encore épuisé les 5 ans. Justement, nous n'avons pas encore épuisé les 5 ans, mais le gouvernement nous a dit qu'il n'a pas de moyens pour l'organisation des élections. La CENI, en plus du gouvernement, a évoqué aussi des préalables. Donc, c'est là où se pose le problème. L'opposition trouve qu'il y a quelque part une volonté manifeste de pouvoir dépasser le délai constitutionnel. Il y a une volonté manifeste de ne pas pouvoir organiser les élections pour permettre à ce qu'il y ait alternance. C'est comme ça que nous voulons que les acteurs politiques c'est pas en face avec sincérité pour que nous puissions décrisper un peu cette situation. Parce que si nous continuons, Steve l'avait dit, si nous continuons dans la situation actuelle, le peuple risque de sortir dans la rue et tout casser. Il n'aura personne à épargner, que ce soit du côté de l'opposition comme de la majorité. D'où le dialogue qui va venir, nous en appelons de tout nouveau que ça puisse être un dialogue qui va parler de vrais problèmes, tenir compte également de problèmes tels que vous l'avez dit, économiques, sociaux, pour résoudre le vrai problème du peuple. Parce que lorsqu'on va continuer à s'attarder autour de problèmes politiques, sans tenir compte de problèmes sociaux et économiques du peuple, on ne résoudra pas, nous n'allons pas résoudre le problème du peuple. Et ça sera très catastrophique pour l'avenir de notre pays. Alors, Israël, parmi les revendications de l'opposition, nous lisons dans la tribune, il y a aussi un plan de révision de l'actuelle constitution pour permettre au chef de l'État de briguer un 3e mandat. Ce qui, au terme de l'actuelle constitution, me semble difficile parce que c'est verrouillé par l'article 220. Alors, la majorité rejette cette hypothèse parce que beaucoup de temps, on en parle, mais la majorité dit nous n'avons rien fait dans ce sens, c'est juste des procès d'intention. Mais ce que je veux que vous puissiez un peu élucider ici ou éclairer par rapport à ce que nous venons de lire, est-ce que s'il faut aller au dialogue, ce n'est pas de dire à ceux qui participent, pouvoir comme opposition, que lorsqu'on est aux affaires, qu'on puisse respecter le texte de loi qui régisse la République. Non, mais je suis d'accord. On ne peut pas prétendre à un développement sans stabilité politique. Parce que, pour essayer de vous relancer, l'opposition pense qu'il faut rentrer au pouvoir par le dialogue, non pas par les élections. C'est aussi une manière de prendre le raccourci pour ceux, vous voyez comment ils se battent pour participer au dialogue, ainsi de suite. Non, je ne pense pas que là, je pense que l'opposition, dans sa majorité, dans une bonne phrase de l'opposition n'est même pas favorable au dialogue. Mais le principe, il est simple. Le principe, il est vraiment simple. Donc, on ne peut pas prétendre au développement. Le développement a un prix, il a un coût. Il faut que les gens soient sérieux. Il faut que les gens respectent des règles impersonnelles. Même quand ces lois là-bas ne te sont pas favorables, il faut s'y soumettre. C'est ça, être un homme d'État. Il faut passer grand, il faut passer avenir. Et justement, on ne peut pas se développer sans respect de la loi fondamentale. On ne peut pas se développer avec des révisions intempestives. Qu'on en soit déjà à ce niveau de soupçon aussi grave de révision, qu'on en soit au retard du processus électoral, c'est grave. Et pour moi, là-bas, c'est quand même un échec du président Kabila qui n'a pas fait que des mauvaises choses, qui a fait de belles choses depuis 2011. Je rappelle que l'ordre économique actuel aujourd'hui, il est quand même dû au chef de l'État. Je pense que même la décrispation politique aujourd'hui et tout ce qu'il y a eu comme quelques progrès, c'est quand même le chef de l'État. Il y a eu aussi quelques progrès sur le plan des infrastructures, quelques progrès en termes de gains de pouvoir d'achat. Mais comme l'a dit encore l'honorable Adolphe Mouzitte, nous sommes à la croisée de chemin. Ça veut dire que tous les acquis depuis 2001 qui ont été faits avec les successifs gouvernements sous le leadership de Joseph Kabila, quel sera cet héritage? Va-t-on conserver cet héritage ou va-t-on le perdre? Et pour conserver cet héritage, il faut absolument évacuer les tensions politiques inutiles. Ça veut dire que respecter la Constitution. Et dans ce cas précis, l'honorable précise et veut bien qu'il y ait un dialogue le plus tôt possible. Le dialogue, c'est pour gérer la période entre guillemets, extra-conditionnelle. Parce que, visiblement, il n'y aura pas d'élection dans les constitutionnelles. C'est gérer maintenant cette période-là qui fait en sorte que le chef de l'État va rester à la tête de l'État, mais avec un gouvernement d'union nationale pour gérer cette période de transition à l'issue de laquelle il y aura des élections. Voilà un peu son schéma. Mais cette période-là de transition
avant qu'elle ne commence, il faudra aussi justement l'élargir au champ économique, l'élargir au champ politique pour tenir compte, pour tirer les leçons des conséquences de la crise internationale, le choc exogène, qui fait que nous n'avons plus les moyens, même les moyens les plus modestes pour notre politique de développement. Et donc, il y a un réajustement stratégique qui mérite d'être fait. Et donc, le dialogue en question ne doit pas se cantonner au volet politique. Voilà pourquoi l'honorable Mouzito l'appelle de tous ses voeux en écartant les autres hypothèses telles que les putsch, telles que l'insurrection populaire. Voilà un peu... Alors, par rapport à cette question, il lui parle de la continuité après les délais constitutionnels. Là, on en vient justement à cet arrêt de la Cour constitutionnelle que l'opposition conteste aussi. On a vu des marches ici à Kinshasa pour pouvoir dénoncer cela à la lumière de ce qu'on a vu, même s'il y a eu des répressions à gauche, à droite. Une bonne partie de la population n'a pas été, n'est pas d'accord, si je puis le dire au présent, avec la décision. Mais l'auteur se pose la question, que peut-il arriver après cette période fatidique? Parce que oui, on va aller dans le glissement, mais comment ça va être ce glissement-là? Comment gérer cette période? Il propose quelques pistes de solutions possibles que vous pouvez analyser. Oui, mais effectivement, nous sommes déjà dans cette situation-là, plus ou moins, disons, du premier cas, du premier scénario. La Cour constitutionnelle a prononcé son arrêt. Comme juriste, comme constitutionnaliste, à la limite, je ne peux pas être d'accord, mais selon la Constitution, cet arrêt ne peut pas faire appel contre cet arrêt. Il est mis en exécution, il est inattaquable, on n'en peut rien. Par conséquent, si l'opposition continue, c'est ça la première hypothèse, de refuser d'entrer au dialogue, par conséquent, de remettre à plus tard les élections, parce que le dialogue, au fur et à mesure, est devenu comme étant l'endroit au sein duquel on va décider sur les élections, comment est-ce qu'elles vont se tenir, quelles sont les élections qui vont se tenir, avec quels moyens. Mais lorsque l'opposition refuse d'y aller, ça voudrait dire qu'il y aura plus de délais de fonctionnement pour le président de la République, parce qu'il n'y aura pas un président élu et il aura un mandat élastique. Voilà la conséquence fâcheuse du refus de l'opposition d'aller au dialogue, par conséquent de ramener à plus tard les élections. Comme aussi, la deuxième hypothèse, l'opposition peut se dire, mais le président de la République, on peut le mettre en accusation parce qu'il a fait sciemment de ne pas organiser les élections dans les délais, afin que l'article 70 puisse jouer pour lui, pour qu'il puisse bénéficier des mandats élastiques. On le met en accusation près le parquet de la Cour constitutionnelle, mais là, l'ancien Premier ministre Mouzito dit d'abord il faut une majorité au niveau du Parlement, 2 tiers de parlementaires majorité qualifiée pour mettre en accusation, mais aussi c'est plutôt assez compliqué, mais aussi le président de la République de son côté, il peut se disculper pour dire que c'est pas lui qui gère au quotidien le pays. En ces moments-là, il peut faire un réaménagement au niveau du gouvernement, révoquer le Premier ministre, considérer que c'était lui le vrai responsable et considérer que par là, il n'était pas directement responsable. Donc cette hypothèse est assez difficile à s'appliquer. Cela nous amène à la troisième hypothèse, où finalement, l'opposition peut se dire, bon, entendons-nous, allons au dialogue pour que les élections soient organisées. D'ailleurs, le président de la République lui-même semble n'avoir pas fait la révision constitutionnelle, donc il ne sera pas candidat. Allons au dialogue pour organiser les élections. Mais on sait qu'il n'y a jamais, on ne peut jamais aller au dialogue sans contrepartie. Donc nécessairement, l'opposition aimerait bien être dans le pouvoir, être dans le gouvernement. C'est ce qu'on appellerait le gouvernement d'union nationale. Mais sur le plan du concept, un gouvernement d'union nationale, c'est un gouvernement de compromis. Il y a un certain nombre de dispositions qui ne peuvent plus s'appliquer, c'est-à-dire la motion de censure, le fait que le président peut révoquer les ministres comme il veut, parce que c'est un partage du gâteau.
là, ça peut appeler à une révision constitutionnelle. Est-ce que ça pourrait se faire? On ne sait pas. Et il y a aussi d'autres demandes de l'opposition. L'opposition peut demander la direction de ses gouvernements. L'opposition peut même aller loin jusqu'à demander la réconfiguration de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Est-ce que ces demandes-là ne pourront pas finalement... L'UDPS est déjà dans cette logique-là. Voilà. Donc finalement, ces demandes risqueront de déranger la majorité qui pourra refuser... Retarder presque même les élections aussi. Voilà. Alors, Blanchard, deuxième scénario, c'est le cas d'un soulèvement populaire. Alors, ce qui est le plus redouté, parce que lorsqu'il y a un putsch, où il y a peut-être les peuples se soulèvent, comme au Burkina Faso, Tunisie, on sait... Tout le monde sait, c'est que cette histoire-là où ces mouvements ont causé comme situation politique, la conséquence sur le plan politique dans leur pays. Là, je partage l'avis de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzitou, puisqu'il dit déjà que c'est une hypothèse ou un scénario à ne pas envisager, voilà, parce que c'est déjà nous ramener à la case du départ. Aujourd'hui, je crois Israël l'avait dit tantôt, le chef de l'État actuel n'a pas fait que de mauvaises choses. Depuis l'arrivée du chef de l'État en 2001, nous avions bénéficié aujourd'hui de quelques infrastructures, nous avions bénéficié quand même aujourd'hui de la stabilité un tout petit peu de l'économie, tout ça. Aujourd'hui nous parlons de la croissance, nous parlons du PIB, c'est dans l'actif de l'actuel chef de l'État. Donc si le politique n'arrive pas à dialoguer pour qu'il y ait un consensus autour de la situation qui prévale actuellement là, nous risquons d'aller dans ces scénarios-là de putsch et cela risque d'amener le peuple aussi à descendre dans la rue. Et là, ça risque de, ce que nous avions dit sur la table ici, de ramener tout à zéro et de tout casser. Là, ça ne sera pas intéressant. Donc, ici, moi, je voudrais plutôt insister et revenir à au premier scénario qui demande à nos acteurs politiques de pouvoir trouver un consensus, de pouvoir accepter tout de même d'aller au dialogue pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons résoudre la crise actuelle. Que de penser à l'hypothèse ou au scénario du putsch, ce qui ne sera pas bénéfique ni pour les acteurs politiques qui cherchent à tout prix à accéder au pouvoir, mais aussi pour le peuple qui continue à croupir dans sa misère. Très bien. Alors, on sait que lorsqu'il y a un cas de soulèvement populaire, on sera dans la situation où il y aura vacances à la tête de la République parce que le président est chassé, il n'y aura pas un président élu. Est-ce qu'il faut recourir à l'article 75, je crois bien, de la Constitution qui organise 76 qui organise la vacance? Est-ce que le président qui va être là, le président intérimaire, aura-t-il... Israël, ce sont des hypothèses très compliquées à envisager dans un pays en instabilité. Les gens oublient qu'à l'Est, il n'y a pas 2-3 jours, les gens ont manifesté, il y a eu des villes mortes parce que les populations sont égorgées, ainsi de suite. À la majorité comme à l'opposition, les gens apparemment n'ont pas en tête toutes ces difficultés qui sont autour de nous. Non, le scénario du chaos est un scénario à bannir. Je ne suis pas pacifiste moi-même, mais je suis un homme pacifique. Je pense que la crise actuelle peut trouver des solutions de manière pacifique, de manière non violente, de manière civilisée. Donc je pense qu'absolument que la crise actuelle, la responsabilité de cette crise incombe à l'actuel gouvernement, mais pour autant nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas les moyens, nous ne pouvons pas nous permettre les luxes d'une troisième crise violente, d'un soulèvement. Non, c'est un scénario à bannir. Parce que même dans le cas d'un putsch, le Premier ministre a dit ça de manière provocatrice dans une de ses... Mais le gouvernement peut avoir pris des dispositions, par exemple, pour éviter les putschs, pour éviter les soulèvements populaires, notamment avec tout ce qu'on voit là, on réprime, on contient les manifestants. Que nous en soyons déjà à évoquer l'hypothèse de putsch, c'est déjà un échec pour avoir justement une démocratie apaisée, une démocratie civilisée. Donc déjà, entrevoir cela, c'est pas bon. Avoir des marches chaque jour, c'est pas bon. Ça veut dire que même la répression, elle a un coût économique, elle a un coût financier. Ça veut dire que quand vous avez à l'international une image de désordre, une image d'un pays justement tumultueux, c'est pas bon pour les capitaux. Où il y a des villes mortes. C'est pas bon pour les capitaux. Ça veut dire que nous sommes très pauvres. Et dans la tribune ici, le Premier ministre a précisé en sens que nous sommes 4 fois plus pauvres
que les Africains de l'Afrique subsaharienne. Et donc, quand vous êtes 4 fois plus pauvre que les pauvres, donc vous devez être quand même assez conséquent par rapport à votre agir. Ça veut dire que, au lieu d'acheter justement, par exemple, des containers de gaz lacrymogène, des containers de matraques, des containers de casques, de camions anti-incendie, de camions anti-émeute, tout ça, c'est de l'argent que vous pouvez construire des écoles par-ci, des centres de santé par-là. Donc vous voyez que même la répression, même maintenir l'ordre public, le coût, il y aura un surcoût politique, il y a un surcoût sécuritaire. Et donc, nous n'avons pas le temps pour ça, nous n'avons pas l'énergie pour ça. Toute notre énergie doit être focalisée justement à l'éradication de la pauvreté. Et l'éradication de la pauvreté passe par une articulation d'une politique économique et sociale ambitieuse. Et donc là, je rejoins justement qui a quel programme, qui a quelle vision pour quelques mots de demain. L'émergence, nous l'atteignons quand, par quels moyens, avec quelle politique publique. C'est ça les questions qui valent la peine. Mais pour arriver à faire des débats de fond sur le modèle de développement, sur l'introduction de notre économie, il faudrait absolument que le front politique soit apaisé, que la contestation soit institutionnelle, que la contestation soit régulière, pas dans la rue. Donc la rue, ce sont des moyens exceptionnels. Et quand il y a des grandes frustrations, mais il ne faut pas qu'on en arrive là. Et donc, même les putschistes, pour revenir à ce cas-là, les putschistes sont là, d'accord, vous faites quoi? Si vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections dans les putschistes font fi de tous les textes qui sont là. Non, ça veut dire qu'il y a deux hypothèses. Ou ils rentrent dans la légalité constitutionnelle en faisant acter la vacance, oui. Et comme ça, ils constituent un gouvernement. D'abord, le gouvernement qui fait constater la vacance au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle qui prend acte et qui demande à ce que maintenant qui investit le président du Sénat, c'est celui d'organiser les élections en ayant 90 jours ou 120 jours maximum. Mais si les contraintes techniques évoquées rattrapent le président, nous retombons dans l'inconstitutionnalité parce qu'il ne saura même pas être en accord avec la Constitution. Donc ça ne résout pas, ça va amplifier la crise. Et donc aujourd'hui, le bon sens veut que, comme le souhaite l'UDPS, justement, et comme le souhaite le PALU notamment, et l'honorable Adolphe Muzito, c'est d'aller à la table de négociation, de circonscrire le débat au processus électoral, politique, sans révision, et l'élargir justement aux questions politiques, et sociales et économiques. Donc voilà à peu près la vision. Mais dans l'autre cas, bon, quand vous prenez le pouvoir par les armes, il est très difficile d'avoir une pensée démocratique, parce que là vous allez réfléchir comme Mao, le pouvoir est au bout du fusil, mais le pouvoir n'est pas au bout de la Constitution ou dans les pages de la Constitution. Et c'est ça le danger d'un schéma insurrectionnel. Et donc c'est un schéma à bannir par tous les moyens. Alors nous allons maintenant parler de l'économie. Steve, l'économie congolaise est totalement extravertie. Les Congolais tels qu'ils sont là en grande partie consomment ce que nous ne produisons pas ici. Et pour la petite exportation que nous avons, c'est des matières que nous-mêmes, nous ne consommons pas. Donc nous envoyons à l'extérieur ce que nous produisons et nous consommons ce que nous ne produisons pas. La conséquence, c'est que l'économie tient difficilement. Mais est-ce que les gens ont conscience de ça, Steve? Non, malheureusement, le peuple n'en a pas conscience et les politiques ne semblent pas non plus en avoir conscience. Comment corriger cela? Je commence d'abord par illustrer ce fait-là parce que l'ancien Premier ministre Muzito a eu quand même à utiliser le rapport deux institutions, l'État, pour mieux illustrer ces faits. Il y a, en principe, on sait en économie, il y a trois secteurs majeurs. Il y a le secteur primaire, qui est au fait le secteur de matières premières, que ce soit agricole, que ce soit les matières de chasse, de pêche ou de minière, le minerai, le secteur secondaire avec les industries, et le secteur tertiaire qui est le secteur de services, télécommunications, services bancaires, commerce, etc. Et le rapport de la Banque centrale dit ceci. Par rapport au taux de croissance en 2014 qui était de 9%, la contribution du secteur minier elle est de 4%.
de secteur, disons, secteur primaire, elle est de 4%. Et dans les 4%, le secteur minier contribue à la hauteur de 85%. On peut dire qu'en réalité, le 4%, c'est les 4% de l'apport du secteur minier dans la croissance, sur 9%. Et les secteurs industriels, les secteurs secondaires, contribuent à la hauteur de 1,4% seulement. Et les secteurs tertiaires, ça contribue à la hauteur de 3,8%. Et vous allez bien voir que dans les secteurs tertiaires, c'est dominé par le commerce de gros et détail. Et comme vous l'aviez si bien dit, vous verrez qu'on ne mange pas le minerai. C'est qu'on produit comme minerai, on l'exporte à l'extérieur. Donc, dans la contribution de notre croissance, c'est un secteur dont le Congolais ne bénéficie pas en termes de consommation. Parce qu'on le vend comme matière première à l'extérieur. Et ce que l'on consomme, c'est ce qui est dans le secteur tertiaire. Parce que le matière première, au fait, existe pour être transformé par l'industriel, le secteur industriel. Or, le secteur industriel ne fonctionne pas assez. Nous n'avons pas de tissus industriels parce que nous n'avons pas suffisamment d'électricité, nous n'avons pas suffisamment de routes pour que le secteur industriel puisse émerger. Par conséquent, mais attention, on risque aussi, sans vous interrompre, on risque aussi de vous contredire parce qu'il y a eu une campagne ici depuis 2013 ou 2014, Made in Congo, Consommons Congo, mais c'était une campagne pour soutenir l'industrie locale, pour soutenir les PME qui produisent des... Non, avec tout le respect que j'ai pour les institutions, je me poserai la question, est-ce que c'était une illusion ou une propagande pour essayer un peu de prendre le mot de l'ancien Premier ministre Moussito. Je pense que Made in Congo, il y avait une certaine volonté, mais c'était plus une option marketing qu'une option réelle d'une vision de gestion de l'État. C'était du marketing et maintenant on n'en parle plus. Donc ça, on ne peut même plus en parler sérieusement. Mais non, c'est pas pour qu'on n'en parle plus. On peut expliquer quelles peuvent être les raisons qui ont conduit à ce qu'on ne puisse pas parler, pour ne pas vraiment stigmatiser ou rester sur le cas Made in Congo, mais l'industrie locale. Hein, donc, les secteurs industriels. Quelles sont les raisons qui justifient son état de léthargie actuel? Non, c'est aussi simple que ça. Notre taux de desserte en électricité est de 9%. Dans les grandes villes? Ben oui, c'est sur le plan national. Ce n'est que plus ou moins 9% de Congolais qui bénéficient de l'électricité. Et même le secteur minier, sur le plan industriel, lorsque vous allez au Katanga, vous trouvez des sociétés minières qui manquent d'électricité pour produire. Et maintenant, une industrie, ça ne fonctionne pas avec de groupes électrogènes, de vraies industries. Donc on ne peut pas faire émerger les industries, et surtout à l'intérieur du pays sans électricité. Et moins encore avec les routes. Parce qu'une industrie, lorsqu'elle produit, elle doit acheminer vers le centre de consommation. Lorsqu'il n'y a pas de route, quel est cet industriel qui va s'aventurer à venir au Congo pour investir dans les secteurs industriels? Donc, toute politique qu'on peut faire doit commencer par de grands investissements dans le domaine de l'infrastructure, que ce soit énergétique, que ce soit routière, chemin de fer, etc. etc. Donc cette difficulté-là du fonctionnement de notre secteur industriel, de l'existence de notre secteur industriel, fait que ce qu'on a comme produit manufacturé, ça ne peut pas nous venir du Congo. Ça ne peut que venir de l'extérieur. D'où vous verrez que plus ou moins 95% de ce que nous consommons ici nous vient de l'extérieur. Et 15% aussi, plus ou moins le même chiffre, c'est que nous produisons ici, ça part à l'extérieur. Donc, lorsqu'il y a un choc exogène, lorsqu'il y a baisse de consommation de nos minéraux à l'extérieur, qui fait qu'il y a baisse de cours de ces minéraux, ça impacte sur nos recettes fiscales, d'où la contraction de notre budget, ça impacte sur la valeur de la monnaie, parce qu'on a peu de devises. Et voilà effectivement le cercle vicieux dans lequel nous entrons si on ne prend pas de bonnes options. Alors Israël, je vais revenir à vous Blanchard, mais Israël demandait rapidement la parole de l'autre côté.
Par rapport à cette question de l'économie, on voit par rapport aux tableaux qui sont là, ce sont des tableaux qui sont issus effectivement, qui ont été tirés de rapports de la Banque centrale du Congo. Mais nous constatons que c'est vrai, les secteurs miniers, les hydrocarbures, c'est l'essentiel de ce que nous produisons ici localement. C'est ce qui a même fait à un moment donné que notre PIB était un peu plus élevé à la suite de cela. Mais la situation actuelle, le Premier ministre propose quand même des pistes de solutions. À votre avis, est-ce que ces solutions peuvent répondre, peuvent résoudre efficacement cette crise? Oui, et quelles sont ces solutions? Non, bien sûr, ça veut dire que nous sommes dans une industrie hyper extravertie. Ça veut dire que nous dépendons totalement, presque totalement du cuivre et du pétrole. Je pense que le premier poste de recette en termes d'entrée de recettes pour le gouvernement, c'est le cuivre. Le deuxième, c'était le pétrole à une époque, mais avec la chute du cours du baril, ça a perdu sa place. C'est maintenant les télécoms. Je crois que dans le budget passé, ils ont contribué à hauteur de 300 ou 400 millions de dollars, si mes chiffres sont bons. Et donc, vous avez deux secteurs extractifs, qui est le secteur pétrolier et le secteur minier. Le secteur minier, on exporte principalement le cuivre, on exporte de la cassitérite, mais sous forme artisanale, on exporte aussi un peu de l'or, mais tout ça, ça veut dire que nous sommes hyper vulnérables aux chocs qu'on appelle exogènes, aux chocs extérieurs qui font que s'il y a détérioration des termes de l'échange, ça veut dire que les moindres variations à la baisse des produits que nous exportons a un impact sur nos finances publiques, donc sur ce qu'on peut mobiliser comme ressources afin d'apporter des solutions à nos problèmes. Vous voyez, à présent, par exemple, le Premier ministre a été contraint de revoir son budget à la baisse de 6 milliards de dollars à peu près en ressources propres à 4 milliards. Ce n'est qu'une prévision et il serait heureux d'ailleurs d'atteindre cette prévision-là de 4 milliards en ressources propres. Mais le Premier ministre avait préconisé avant de ne pas justement couper le cordon ombilical avec les institutions de Bretton Woods. Parce que les institutions de Bretton Woods, justement, vous assistent techniquement et financièrement en cas de choc exogène. Ils vous accompagnent par des conseils, quitte à vous justement de les mettre en œuvre, quitte à vous de les affiner avec eux. Ils vous assistent non seulement avec des conseils, mais en mettant aussi un guichet où vous pouvez justement avoir de l'argent pour justement faire face à un choc extérieur non prévu. Mais le problème avec ces institutions de Bretton Woods, c'est aussi les ajustements qu'ils demandent à faire. Vous demandent de serrer la ceinture, des conditionnalités qui ne permettent pas, par exemple, au pays de fonctionner normalement. C'est ce que les gens redoutent aussi. Non, Charlie, avec les institutions de Bretton Woods, il faut avoir une approche pragmatique. Ça veut dire que ce sont des gens, par exemple pour le FMI, qui viennent quand vous êtes votre balance de paiement est en difficulté. Ça veut dire que si l'État n'a pas les moyens justement de mener un certain nombre de vies, on coupe où on trouve des recettes supplémentaires. Dans les cas d'espèces, les institutions de Bretton Woods n'ont recommandé que quoi? Ils ont recommandé justement une optimisation fiscale. Ça veut dire que l'on puisse justement sur un PIB par exemple de plus ou moins 36 ou 40 milliards de dollars, faire en sorte que la pression fiscale soit autour de 15 à 20%. Or, la pression fiscale actuelle, elle est autour de 10%. Ça veut dire que vous avez une marge de progression en termes de mobilisation de ressources de recettes publiques. Mais aussi, il faut absolument améliorer la qualité de la dépense. Ça veut dire que quand vous collectez l'impôt, quand vous collectez les recettes publiques, il faudrait absolument que l'investissement ou bien l'utilisation de cet argent là-bas soit optimale. Ça veut dire qu'il faudrait que pour un franc congolais investi, que ça rapporte 10. Pas justement jeter cet argent par la fenêtre. Et donc, il faudrait absolument la bonne gouvernance. Et donc, ici, le FMI, pour parler d'eux ici, nous sommes en rupture avec eux. C'est à propos de l'opacité d'un contrat minier. Et donc, quand les FMI vous conseillent, par exemple, de faire toute la lumière sur le contrat minier, il n'y a pas de problème, comment dirais, dogmatique. Il ne s'agit pas d'être socialiste ou d'être libéral. Est-ce que la transparence est une bonne ou une mauvaise chose? Et donc, il faut juger justement les propositions du FMI de manière pragmatique et pas avec un œil dogmatique. Mais j'aimerais justement terminer sur cette question en disant justement que parmi les pistes de proposition qu'a avancé l'honorable Mouzito, c'était notamment d'aller dans une approche
plutôt pas restrictive de la dépense. Ça veut dire parce que quand on comprime la dépense avec le choc que nous avons, on risque justement de tuer la croissance. La croissance pour cette année, elle est autour de 6%. Et ça veut dire que si il y a une restriction des dépenses publiques, il y a moins d'argent dans l'économie, on va freiner la consommation. Mais on ne peut dépenser que ce qu'on a. On n'a pas assez d'argent, on va dépenser. Mais justement, au lieu justement de mettre le curseur sur la dépense, lui, l'honorable a pensé qu'il fallait mettre le curseur sur les recettes, en essayant de compenser le manque de 2 milliards par une maximisation des recettes sur de faits générateurs à haut potentiel fiscal. Et donc, c'était ça l'astuce. Donc, au lieu de vous garder la dépense, pour ne pas pénaliser la croissance économique, mais vous faites un effort pour aller chercher les 2 milliards de gap là, issus du choc exogène, par une autre fiscalité. Et même, donc, si on avait justement, on était en programme avec le FMI, on aurait eu des appuis budgétaires conséquents, comme on les avait eu en 2009, en 2008, après la crise financière, parce que là, je crois qu'on avait eu 300 millions, 350 millions de dollars en termes d'appui budgétaire. Voilà, cher, sur le plan économique, nous sommes là en train d'analyser cette question qui fait que le gouvernement visiblement est en difficulté et honorable Muzito a proposé ce qu'elle lui dit là pour essayer de faire face parce que cette situation économique, nous allons le dire et vous allez commencer, a une conséquence immédiate sur les social de la population. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard de la situation actuelle, au regard des conseils qu'il donne, est-ce que c'est mauvais pour le gouvernement de négocier par exemple avec le Fonds monétaire international pour revenir dans un programme formel avec ces institutions pour pouvoir trouver des appuis et aider le budget à se remettre? Merci beaucoup Charlie. Je crois que l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, nous devons ici lui reconnaître le mérite d'avoir fait plusieurs propositions dans ces différentes tribunes, puisque la question dont vous évoquez tout à l'heure là, je crois que si ma mémoire est bonne, l'ancien Premier ministre l'a évoqué dans sa 4e tribune, où il avait conseillé au gouvernement de renouer avec les institutions de Bretton Woods. Parce que pour l'ancien Premier ministre, il avait estimé déjà que ce n'était pas évident que nous puissions nous contenter que nous puissions asseoir notre croissance que dans les ressources comment dirais-je, minière. Oui. Voilà, donc c'était ça le problème. Et aujourd'hui, les conséquences, nous les constatons. Donc, pour répondre à votre question, dire que les institutions ou les FMI peuvent revenir pour essayer de nous prêter de l'argent en ces moments nets, c'est très difficile parce que déjà, nous devons le dire que nous sommes pratiquement en fin mandat. Quelles que soient les tractations du dialogue et autres, mais nous sommes déjà en fin mandat. C'est une situation qui ne va pas... Mais aussi, il faut aussi rappeler que les conséquences de la situation politique instable actuelle ont aussi une incidence sur les partenaires qui peuvent collaborer avec nous. Ben justement, c'est comme ça que nous sommes en train de dire que ça ne sera pas possible que les FMI en ces moments puissent revenir pour que nous puissions reprendre un partenariat pour nous permettre d'avoir le moyen main. S'il faut dire encore quelque chose par rapport à ce que les amis ont dit, moi, j'aimerais tout simplement dire que le Premier ministre actuel, le Premier ministre Matata Ponyo, a tout simplement péché. Parce que lorsque je dis que le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, nous avait donné des pistes, nous avait conseillé pour voir comment, puisqu'il était prévisible, il voyait les dangers nous guetter, et le Premier ministre actuel s'était un tout petit peu entêté. Et aujourd'hui, les conséquences, nous le subissons. Donc, nous devons faire un effort pour que les gouvernements, peut-être qui viendront après les dialogues, essayent de voir comment renouer pour que les réformes qui ont été engagées, ou soit les réformes qui ont été acceptées depuis 2001 par l'ensemble de la classe politique puissent reprendre. Parce qu'aujourd'hui, nous avions tout coupé. Il y a les textes que nous avions votés pour transformer les entreprises publiques. En tout cas, c'est pratiquement mis en veilleuse. Tout ce que nous avions promis pour que nous puissions remettre notre économie en marche, on a pratiquement mis tout ça de côté. Et c'est ça la conséquence. Aujourd'hui, nous subissons la contraction de notre budget. Le Premier ministre actuel n'a que à constater et... Pas lui seul, hein, le gouvernement dans son ensemble. Alors, Steve, on va finir avec vous. La crise actuelle a un impact sérieux
sur les sociales. On parle des salaires des fonctionnaires, avec le taux d'échange. Aujourd'hui, nous avons parlé sur le plan économique, les réserves d'échange baissent, et ainsi de suite. Mais comment on va faire? Parce que ça ne va pas. Ben oui, d'où la nécessité de traiter les trois crises au même moment. Mais nous ne pouvons pas passer cela sans oublier qu'il y a une grande responsabilité de l'actuel gouvernement. L'ancien Premier ministre parle clairement du problème de notre modèle économique, mais il y a eu ces refus d'être en programme avec le FMI et la Banque mondiale. Il y a cette indiscipline dans la gestion de l'État, les dépassements budgétaires, les dépenses hors budget, le non-respect de règles de passation de marchés publics, mais aussi le fait que le gouvernement actuel n'a pas continué avec des réformes sur le plan des entreprises publiques, la récapitalisation de la Banque centrale du Congo, même les réformes sur l'administration fiscale pour l'optimalisation en termes de mobilisation de recettes. Malheureusement, tout cela a des impacts sur le plan social. Et même le fait de contracter le budget, ça a des impacts sur la demande globale et ça a des impacts sur la production et même sur ce qu'on pourra mobiliser sur le plan fiscal. Merci. Mais aussi, rapidement, parce que nous sommes vraiment à la fin. Oui, donc c'est ça des impacts encore négatifs sur le plan social parce que on va, déjà les fonctionnaires sont en train de les ressentir, c'est la hausse. Plutôt la baisse de la valeur de notre monnaie a amené la baisse du pouvoir d'achat parce que 100 000 francs, si hier ça pouvait faire plus de 100 $, aujourd'hui c'est plus ou moins dans les 100 $. 93 000 francs parce que nos fonctionnaires reçoivent ça comme salaire. 93 000 francs, hier c'était 100 $, aujourd'hui ça peut être 93 $ ou moins. Donc tout cela a des impacts négatifs. Et quand on contacte le budget, il y a des investissements sur le plan social, les hôpitaux, les écoles qu'on ne pourra plus faire, il y a un impact négatif. Le taux de chômage, on disait qu'on créait 50 000 emplois avec un taux de croissance de 9%. Est-ce qu'on va créer le même emploi avec un taux de croissance qui va être réduit? Donc ça a des impacts négatifs, d'où la nécessité que les dialogues qui vont venir puissent résoudre les trois crises au même moment. Et comment le faire? C'est premièrement résoudre les problèmes politiques, s'entendre sur la stabilité politique et la régularité des élections, s'entendre pour fonctionner de telle manière qu'on puisse résoudre ces problèmes économiques, construire des infrastructures, construire les énergies, les barrages électriques. Mais pour ce faire, il faut nécessairement un plan d'aide international qui doit consister à un paquet de réformes pour arriver à amener une autre façon de gérer le pays. Très bien, Israël. Vraiment en une minute, un mot de conclusion par rapport à l'impact des deux crises sur les sociales. Non, la crise, elle va se faire ressentir. Ça veut dire que plus il y a moins de moyens de l'État, il y a moins de construction d'écoles, il y a moins de construction d'hôpitaux, il y a moins de programmes d'investissement. Et donc tout ça, c'est la conséquence justement de la crise. Et cette crise justement, elle est amplifiée par le fait que nous avons une économie qui n'est pas suffisamment diversifiée. Et tout ça fait que nous sommes en tout cas vulnérables. La modestie commande que nous puissions être justement en programme avec le FMI. La modestie commande à ce que nous soyons réalistes par rapport à nos ambitions. La modestie commande aussi justement que nous puissions respecter la Constitution. Le dialogue est une très bonne chose. C'est la piste, la voie royale pour nous pour mettre fin à nos différends. Mais j'espère que c'est le dialogue, le dernier. Le dialogue de la dernière chance. Alors vraiment, en 30 secondes, une minute, comment concluez-vous cette émission? Surtout l'impact des deux crises sur le social de la population. L'impact de deux crises, moi je dirais, comme nous sommes à la fin, je dirais que l'homme politique congolais doit prendre conscience de pouvoir, comme l'a dit Israël, de respecter d'abord les engagements. Parce que la Constitution, lorsqu'il y a un débat, aujourd'hui nous parlons du dialogue, c'est parce que nous n'avions pas respecté les accords, nous n'avions pas respecté les dispositions de la Constitution. Et deuxièmement, l'homme politique congolais doit apprendre à tenir compte de vrais problèmes de la population, doit tenir compte de l'économie, doit tenir compte du finance. Lorsque nous ne prenons pas tout cela en compte, en tout cas les sociales est en panne et ça bloque la machine. La conséquence, comme nous l'avions dit
encore sur cette table, c'est que le peuple risque un jour de sortir dans la rue et tout casser, mettre de côté l'opposition comme la majorité. Voilà, nous arrivons à la fin de cette émission spéciale Tribune. Ce que nous allons retenir, c'est que quelle que soit l'option qu'il faut lever, il faut savoir que si l'on ne résout pas la crise actuelle sur le plan politique, on peut rédiger une nouvelle constitution, mais si on n'a pas la culture de respecter les textes, si on n'a pas la culture de respecter la constitution, on ne respectera pas non plus la constitution qui sera rédigée et elle ne sera venue que pour résoudre un problème ponctuel qui va se reposer un peu plus tard. Et la conséquence, c'est qu'on va faire ce que l'auteur appelle un cercle vicieux. On ne sera pas en mesure de résoudre les gros problèmes qui se posent à notre peuple et on ne sera pas non plus en mesure de pouvoir atteindre l'émergence dont on a toujours souhaité dans ce pays. Voilà les conseils qui sont dans cette tribune que vous pouvez bien lire parce que c'est un débat qui est lancé, ce n'est pas une parole d'évangile. Lisez, discutez. Et Adolphe Muzito relance toujours les débats avec ses tribunes. Peut-être une 13e viendra un autre jour, mais celle-ci, elle est là sur le marché du livre, j'allais dire. Hein, c'est comme un livre, donc c'est une réflexion intellectuelle. Merci à vous qui avez suivi cette émission. Merci à vous qui l'avez analysé avec moi. Vous avez analysé ce sujet. Nous allons nous retrouver très prochainement, probablement autour d'une autre tribune. Merci, au revoir.